Les éditions Sixtreed, avec l'aimable autorisation des éditions Fayard, présentent À visage couvert de P.D. James, interprété par Marc-Henri Boisse. Trois mois exactement avant l'assassinat à Martingale, Mrs. Maxey avait donné un dîner. Des années plus tard, alors que le procès n'était plus qu'un scandale à moitié oublié et que les gros titres jaunissaient sur les pages des journaux tapissant les fonds de tiroir, Eleanor Maxey se disait que cette soirée de printemps avait été le prologue de la tragédie. Sa mémoire, sélective et perverse, conférait à ce qui avait été un dîner parfaitement ordinaire une aura de prémonition et de malaise. Rétrospectivement, il se muait en une célébration rituelle réunissant victimes et suspects sous un même toit. Or, en fait, parmi ces derniers, tous n'étaient pas présents. Félix Hearn, entre autres, ne se trouvait pas à Martingale ce week-end-là, et pourtant elle le voyait lui aussi à sa table, suivant d'un regard amusé, sardonique, les premières gesticulations des acteurs. À l'époque, bien sûr, la réception avait été à la fois ordinaire et assez assommante. Trois des invités, le docteur Epps, le recteur et Miss Liddell, directrice du refuge Sainte-Marie pour jeunes filles, avaient dîné trop souvent ensemble pour attendre quoi que ce fût d'inédit ou de stimulant d'une nouvelle rencontre. Catherine Bowers était exceptionnellement silencieuse, cependant que Stephen Maxey et sa sœur, Deborah Riscoe, dépitée de constater que le premier week-end libre de Stephen depuis un mois coïncidait avec une réception, dissimulaient mal leur mauvaise humeur. Mrs. Maxey venait d'engager une des mères célibataires de Miss Liddell, et la jeune femme servait à table pour la première fois. Mais on pouvait difficilement attribuer la gêne qui pesa tout au long du repas à la présence épisodique de cette Sally Gyp, qui posait les plats devant Mrs. Maxey et changeait les assiettes avec une adresse notée non sans complaisance par Miss Liddell. Il est probable qu'un des invités au moins était parfaitement heureux. Célibataire, le recteur de Shutfleet, Bernard Inks, accueillait tout ce qui le changeait de la cuisine roborative mais fort peu gastronomique dispensée par sa sœur. Elle n'acceptait jamais l'invitation, avec un soulagement qui laissait peu de place pour les nuances de relations mondaines. Très doux, très effacé, cet homme de 54 ans, et qui paraissait plus que son âge, avait la réputation de ne sortir du flou propice à sa timidité que pour défendre des points de doctrine. La théologie était sa principale préoccupation, peut-être la seule. Et les paroissiens, qui ne comprenaient pas toujours ses sermons, les acceptaient volontiers comme preuve de son érudition. Mais enfin, on convenait en général au village que l'on pouvait attendre conseil et aide du presbytère, et que si les premiers étaient parfois un peu confus, les secondes faisaient rarement défaut. Pour le docteur Charles Epps, veuve de longue date, ce dîner était l'occasion de faire un repas excellent, de converser avec deux femmes charmantes et de se reposer un moment de la routine d'une clientèle rurale. Installé à Shutfleet depuis 30 ans, il connaissait assez la plupart de ses malades pour savoir exactement s'ils allaient vivre ou mourir. Au reste, il était persuadé que le médecin ne pouvait pas faire grand-chose pour influer sur la décision, qu'il était sage de savoir quand mourir en provoquant le minimum de dérangement pour les autres et de détresse pour soi-même, et que nombre de progrès en médecine ne servaient à prolonger la vie pendant quelques mois pénibles que pour la gloire du praticien. Pourtant, il était moins bête et plus habile que Stephen Maxey le croyait, et ses malades affrontaient rarement la mort avant l'heure. Après avoir assisté Mrs. Maxey à la naissance de ses deux enfants, il était resté le médecin et l'ami du mari, dans la mesure où le cerveau obscurci de Simon était encore capable de discerner ou d'apprécier l'amitié. Pour l'heure, il dégustait un soufflé au poulet avec l'air d'un homme qui a bien mérité son dîner et n'a pas la moindre intention de se laisser perturber par les humeurs des autres convives. « Donc vous avez pris Sally Gyp et son bébé, Eleanor ?» Le docteur ne craignait pas les évidences. De jeunesse sympathique,
c'est plus gai pour vous d'avoir de nouveau un bébé dans la maison. Espérons que Martha sera de votre avis, répliqua sèchement Mrs. Maxey. Bien entendu, elle a absolument besoin d'aide, mais elle est très conservatrice. Elle prend peut-être la situation moins bien qu'elle ne le dit. Elle s'en remettra. Les scrupules ne font pas long feu quand il s'agit d'une autre paire de bras dans la cuisine. Le docteur Epps écarta les préoccupations morales de Martha Bultitaft d'un revers de main. Elle ne va pas tarder à tout passer au bébé, et d'ailleurs Jimmy est un enfant attachant, quel que soit le père. À cet instant, Miss Liddell sentit qu'il fallait faire entendre la voix de l'expérience. « Je crois qu'on ne devrait pas parler trop légèrement du problème de ces enfants, docteur. Bien entendu, il faut faire montre de charité chrétienne. » Ici, petit salut dans la direction du recteur, comme pour reconnaître la présence d'un autre spécialiste et excuser l'intrusion dans son domaine. Mais je ne peux m'empêcher de penser que la société dans son ensemble devient trop indulgente envers ces jeunes personnes. Le niveau des valeurs va continuer à baisser dans le pays si ces enfants sont considérés autant que ceux qui sont nés dans le mariage. C'est déjà ce qui arrive. Il ne manque pas de mères pauvres et respectables pour lesquelles on fait bien moins que pour certaines de ses filles. Toute rouge, elle parcourut la table du regard et se remit à manger vigoureusement. Tout le monde semblait étonné. Quelle importance! Il fallait que ce fût dit, et elle l'avait dit, c'était à elle de le faire. Elle jeta un coup d'œil au recteur comme pour demander son soutien, mais après un premier regard surpris, il se consacrait de nouveau exclusivement à son repas. Privée d'un allié, Miss Liddell se dit non sans irritation que décidément ce cher homme devenait un peu trop gourmand. Soudain, elle entendit la voix de Stephen Maxey. Ces enfants-là ne sont pas différents des autres. J'imagine, si ce n'est que nous leur devons davantage. Je ne trouve pas non plus que leur mère soit si extraordinaire. Après tout, combien de personnes acceptent dans la pratique le code de morale qu'elle reproche à ses filles d'avoir enfreint? Un grand nombre, docteur Maxey, je vous assure. Du fait de sa profession, Miss Liddell n'était pas habituée à la contradiction des jeunes. Stephen Maxey était peut-être un chirurgien plein d'avenir, mais cela ne lui donnait pas de lumière spéciale sur les délinquantes. Je serais horrifié s'il me fallait penser que certains comportements que j'ai malheureusement à connaître dans le cadre de mon travail sont vraiment représentatifs de la jeunesse moderne. Eh bien, en tant que représentant de la jeunesse moderne, je peux vous assurer qu'ils ne sont pas assez rares pour que nous puissions nous offrir le luxe de mépriser celles qui se sont fait prendre. La jeune personne que nous avons ici me paraît tout à fait normale et respectable. Elle est discrète et même assez raffinée, instruite aussi. Pensez donc qu'elle est allée à l'école secondaire. Je ne l'aurais jamais recommandée à votre mère si elle n'avait pas été d'un niveau très supérieur à la moyenne de Saint-Mary. En fait, c'est une orpheline qui a été élevée par une tante. Mais j'espère que ce ne sera pas une raison pour abuser de votre bonté. Sally doit travailler dur et profiter au maximum de la chance qui lui est offerte. Le passé est passé, mieux vaut l'oublier. Ce doit être difficile quand il se rappelle à vous d'une manière aussi tangible, dit Deborah Risco. Agacé par une conversation qui perturbait les humeurs et plus encore sans doute les digestions, le docteur Epps s'empressa d'apporter son placebo. Malheureusement, le seul résultat fut de prolonger la discussion. C'est une bonne mère et une jolie fille. Elle rencontrera probablement un garçon qui l'épousera. Ce sera d'ailleurs la meilleure solution. Je ne peux pas dire que cette relation mère célibataire-enfant me plaise beaucoup. Les liens ont tendance à devenir trop étroits, trop exclusifs, et ça finit par un grand gâchis psychologique. Je me dis quelquefois, terrible hérésie, Miss Liddell, que le mieux serait de placer tout de suite ces bébés dans un bon foyer qui les adopterait. L'enfant est la responsabilité de la mère, énonça Miss Liddell doctorale. C'est son devoir de le garder, de s'en occuper. Pendant 16 ans, et sans l'aide du père, nous engageons bien entendu les démarches pour une reconnaissance de paternité, docteur Maxey, chaque fois que la chose est possible. Malheureusement, Sally est très obstinée et ne veut pas nous donner le nom du père. Nous ne pouvons donc rien faire. D'ailleurs, quelques shillings ne vont pas bien loin aujourd'hui.
Stephen Maxey semblait prendre un malin plaisir à prolonger le débat. « Et je suppose que Céline ne touche même pas les allocations familiales du gouvernement. »« Nous sommes en pays chrétien, mon cher frère. Et le salaire du péché est censé être la mort, pas 8 shillings pris dans la poche des contribuables. » Déborah avait parlé à voix basse, mais Miss Liddell avait entendu et senti qu'elle était visée. Mrs. Maxey eut alors l'impression qu'il était temps d'intervenir, et 2 de ses invités au moins pensaient qu'elle aurait dû le faire plus tôt. Elle n'avait pas l'habitude de se laisser dépasser par les événements. « Comme j'ai l'intention de sonner Sally, il vaudrait peut-être mieux que nous changions de sujet. Je vais me rendre gravement impopulaire en parlant de la kermesse paroissiale. Je sais que j'ai l'air de vous avoir réunis ici sous un prétexte fallacieux, mais enfin il faut vraiment que nous pensions aux dates possibles. » C'était un sujet sur lequel la volubilité de chacun pouvait se donner libre cours sans danger.